Alors, quand j'étais écolier, donc c'était une très lointaine époque où on enseignait encore aux enfants de la Suisse l'histoire de leur pays, on m'avait dit le Sonderbund, c'est une guerre entre catholiques et protestants. Alors bon, comme j'étais gamin, j'ai accepté ça. Et puis après, finalement, je me suis rendu compte que cette explication se voulait peut-être simplificatrice, mais en tout cas tellement à l'extrême qu'elle était complètement à côté de la plaque. Donc non, mesdames et messieurs, le Sonderbund n'était pas une guerre de religion, c'était une guerre politique. En fait, c'était on peut dire l'épisode violent de la seule véritable révolution politique qu'ait connue notre pays, c'est-à-dire le passage d'une confédération d'États indépendants à un État fédéral. Donc la question qui a agité les esprits et les passions entre 1830 et la Constitution de 1848, c'était pas de savoir si les catholiques devaient adopter la religion protestante ou l'inverse, mais c'était de savoir si la Suisse devait être ou non dotée d'un gouvernement central permanent, et puis dans l'affirmative, quelles devraient être les attributions de ce gouvernement central? Fallait-il aller vers une centralisation totale? Fallait-il laisser une plus ou moins grande autonomie au canton? Alors après, l'aspect confessionnel, c'est quelque part surimprimé sur ce débat de fond pour deux raisons fondamentales. La première, c'était que beaucoup des grands ténors du parti radical, donc il ne faut pas avoir les radicaux du 19e siècle, ce n'est pas les radicaux de maintenant. Être radical signifiait être révolutionnaire. Il y avait, je simplifie là un peu trop, c'est vrai qu'il y avait également une aile modérée dans le parti radical, mais fondamentalement être radical signifiait être révolutionnaire, et beaucoup des grands ténors du parti radical étaient anticléricaux, je dirais même viscéralement et violemment anticléricaux, ce qui a déjà amené une teinte confessionnelle dans un débat qui n'aurait pas dû en avoir. L'autre aspect, c'est naturellement chez les gouvernants des cantons séparés, des cantons de l'Alliance séparée, du Sonderbund, parce que eux, leur mobile d'action, ou disons ce qu'ils devaient mettre en place pour être en mesure de résister, c'était une forme d'union sacrée. Et donc le message qu'ils ont essayé de faire passer à leurs concitoyens, c'était qu'au-delà de la réforme des institutions, ce que voulaient vraiment les radicaux, c'était imposer leurs lois et leur athéisme à tout le pays. Donc ils ont fait peur, ils ont fait craindre à leurs concitoyens que le véritable enjeu du débat, c'était non pas de réformer les institutions, mais de combattre leurs sentiments profonds, leur attachement à leur tradition et leurs sentiments religieux. Ce qui n'était pas totalement faux, mais à nouveau qui était quelque chose d'exagéré. Donc la véritable ligne de fracture qui explique ce qui s'est passé au Sonderbund, c'est finalement celle qui reliait d'un côté les conservateurs, qui étaient attachés au pacte de 1815 et qui ne voulaient pas le changer, et puis à l'autre extrémité, si je peux m'exprimer ainsi, les plus radicalisés des radicaux, pour qui les frontières cantonales étaient obsolètes. C'est un héritage du passé qui empêchait des populations de voir la lumière du progrès et qui permettait à des patriciens issus de l'Ancien Régime de continuer à les asservir. Genre de discours qu'auraient pu tout aussi bien tenir les révolutionnaires communistes du début du XXe siècle, voire encore les globalisateurs capitalistes de la période actuelle. Et naturellement, entre ces deux extrêmes, entre le blanc et le noir, il y avait beaucoup de gris. Et puis on trouvait toutes les tendances possibles entre les conservateurs progressistes, les libéraux et les radicaux modérés. Alors dans ce débat, où donc se plaçait notre hôte de ce soir, Guillaume-Henri Dufour? Alors il était taxé en tout cas par ses adversaires de conservateurs. C'est également vrai qu'au conseil représentatif de la ville, il était membre du parti conservateur. Mais malgré tout, dans sa jeunesse, il avait été éduqué
aux idées humanistes de la Révolution par sa mère, Pernette, et puis c'était également un homme qui était ouvert au progrès et qui se rendait bien compte que pour nombre de situations, la structure existante de la Suisse, avec ses 22 ou 25, en comptant les demi-cantons, États indépendants, ne pouvait plus survivre sous cette forme dans une Europe en voie d'unification. Ça posait en particulier des problèmes pour l'armée, ça il en avait très conscience. Puis on a vu également lors de notre précédent salon que ça posait de gros problèmes pour un développement homogène des chemins de fer dans le pays, puisque tout était sous le contrôle des cantons. Donc on pourrait le classer ou le taxer de conservateur progressiste. En fait, ce qui lui importait surtout dans le débat, c'était qu'on respectât la légalité du processus. Donc, en fait, quand il s'opposait aux radicaux, c'était pas tellement sur le plan des idées radicales, c'était sur le plan de leur manière de faire. Et puis, ceci, donc, le mettait au cap de collision, en affrontement direct, avec précisément des gens comme James Fazzi ou comme Ulrich Oxenbein, qui étaient davantage, on peut dire, aveuglés que éclairés par les idéaux ou l'idéologie qu'ils essayaient de propager, ce qui les a menés aux excès dont on verra tout à l'heure les conséquences, puisque ces excès ont eux-mêmes été un facteur déclenchant important du conflit. On a dit que la Suisse était polarisée entre, on dira, aux deux extrémités révolutionnaires et conservateurs. Alors, qui étaient ces conservateurs? Alors, pour la plupart, c'est exact qu'il s'agissait de petits cantons, de cantons ruraux, attachés aux traditions, donc également attachés à la religion ancienne, au catholicisme, mais pas seulement. Il y avait également des cantons réformés qui avait doté d'un régime conservateur, notamment le canton de Neuchâtel, qui avait même un régime monarchiste, puisque, comme vous le savez, Neuchâtel était à la fois un canton suisse et une principauté, et son prince était le roi de Prusse. Alors, ça ne voulait pas dire que les Neuchâtelois étaient des Prussiens, ni que les Prussiens étaient Neuchâtelois. C'était une situation finalement assez courante dans l'Ancien Régime, où une même personne disposait de titres de souveraineté sur des territoires différents, mais la situation devenait incongrue dans cette Europe des nations qui était en cours de formation. Donc il y avait Neuchâtel, il y avait Bâle également qui était dans cette situation. Genève était dans une situation un petit peu intermédiaire. Alors c'était certes un premier syndic conservateur qui était aux commandes, c'était Jean-Jacques Rigaud, mais c'était malgré tout un conservateur ouvert à une modification du pacte. Pour autant, un peu à la manière de Dufour, que cette modification se fit dans le respect de la légalité et non pas par des coups de force ou des coups de main. Donc voilà un petit peu la situation qui prévalait dans le pays. Alors, cette question de la révision du pacte a été soumise à la Diète. La Diète était forcément autant divisée entre conservateurs modérés et révolutionnaires que l'était le reste du pays, donc aucune décision n'a vraiment été prise. Certains cantons ne voulaient pas du tout entrer en matière, d'autres étaient d'accord d'entrer en matière mais voulaient confier le projet de révision à une constitution, une commission, et puis les radicaux de leur côté voulaient que l'on élise une constituante au scrutin majoritaire dans tout le pays. Pourquoi ? Parce que simplement les radicaux ne tenaient qu'un petit nombre de cantons, mais ces cantons étaient les plus peuplés. Donc si la constituante était élue au scrutin majoritaire, ils auraient eu fort logiquement ou très probablement la majorité des voix, donc le maximum d'influence sur le résultat de cette constituante. Donc toute cette espèce de discussion, de débat, de palabres tournait à vide. Et puis c'est à ce moment-là que vont survenir deux événements déclencheurs qui vont précipiter les choses. Le premier de l'initiative des radicaux. Ça se passe dans le canton d'Argovie, où le gouvernement radical du canton décide de fermer, de dissoudre tous les couvents.
par, je dirais, pur anticléricalisme. Le chef du parti radical argovien, qui s'appelait Augustin Keller, disait que l'herbe ne pousse pas à l'ombre des moines. Donc il avait certainement raison, mais la chose qu'il ne disait pas, c'est que pour les mêmes raisons physiques, l'herbe ne pousse pas non plus à l'ombre des radicaux, et que je sache, elle ne pousse pas non plus à l'ombre d'aucune idéologie. Ce qui permet à l'herbe de pousser, c'est précisément le mélange des idéologies et non l'idéologie du parti unique. Donc cette fermeture des couvents, alors le prétexte invoqué était que ces couvents auraient participé, alors par le verbe, mais également financièrement, à soutenir une révolte dans une partie de l'Argovie. Vous savez que l'Argovie, en fait, c'était un bricolage issu de l'acte de médiation. Napoléon avait rassemblé des anciens États sujets de plusieurs cantons pour en faire un assemblage plus ou moins réussi. Et puis les districts sud de l'Argovie étaient en fait très proches de Zug, de Lucerne, et étaient essentiellement peuplés de conservateurs et de catholiques. Donc il y avait une révolte dans cette région qui s'appelait le Freiamt, et puis donc Keller et les autres membres du parti radical avaient comme contre-mesure décidé de fermer tous les couvents. Alors bien évidemment, ça a provoqué une réaction immédiate parce qu'il y a un des articles du pacte de 1815 qui disait que les cantons devaient garantir, dans la mesure où ça dépendait d'eux, l'existence des couvents. Donc c'était une violation flagrante du pacte. Donc la diète a été saisie par les cantons catholiques, mais bien évidemment les radicaux ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils ont dit que cette garantie ne saurait être invoquée sur une plainte, mais que c'était la majorité de la diète qui devait décider si cette garantie pouvait être accordée ou pas. Donc des espèces de diatribes de juristes incompréhensibles, sauf qu'elles sont parfaitement compréhensibles dans le dessein radical. Et est arrivé ce qui devait arriver, aucune décision n'a été prise. Entre-temps, le gouvernement argovien a fait demi-machine arrière. Il a autorisé la réouverture des couvents de nonnes, mais pas de celle des couvents de moines. Puis il a donné aussi quelques garanties sur l'utilisation des fonds qui avaient été séquestrés à ces couvents, qu'elles seraient utilisées pour le maintien du culte et pas dans les ressources générales du canton. Donc cette espèce de demi-mesure n'a satisfait personne, certainement pas les radicaux les plus extrémistes, parce que pour eux, Keller rétro-pédalait, et certainement pas non plus les catholiques, parce que la question de fond de savoir si le pacte avait été violé ou pas n'avait pas été tranchée par la diète. Donc ça, c'était en janvier 1841, et puis en 1844 se superpose une autre affaire, la fameuse affaire des jésuites de Lucerne. Donc le peuple lucernois avait porté au pouvoir un gouvernement conservateur, et puis ce gouvernement a décidé de faire appel aux jésuites pour dispenser l'instruction primaire à tous les écoliers du canton. Alors, la motivation officielle était une motivation économique. C'est clair que ça coûtait moins cher de confier l'éducation aux jésuites que de payer des instituteurs sur la caisse du canton. Mais bien sûr qu'il y avait derrière une très forte motivation politique. La motivation politique, c'était que l'éducation des jeunes les mette à l'abri de la pensée et de l'athéisme radical. Il fallait en quelque sorte on dirait un peu leur laver le cerveau de telle sorte qu'ils résistent aux influences nouvelles. Alors, cette situation a à nouveau provoqué toute une vague de réactions ou de non-réactions, parce que beaucoup de cantons ont dit, finalement, c'est une affaire intérieure lucernoise, Lucerne est souverain en la matière, on n'a pas à intervenir là-dedans. Par contre, bien sûr, il n'en a pas été de même chez les radicaux. Il suffit, si on prononce le mot jésuite devant un radical, c'est comme si on agite un drapeau rouge devant un taureau. La réaction est à peu près garantie. Et puis, bien sûr, les radicaux voyaient là une excellente occasion de faire monter la pression et de pousser vers une solution radicale, justement, à cette question.
Alors l'état de tension a été tel que précisément un radical bernois dont on a parlé, là, Ulrich Oxenbein, s'est lancé dans une série d'attaques privées contre le canton de Lucerne. Donc il a mobilisé des partisans radicaux, il a lancé une première attaque qui s'est fait arrêter pas très loin de la frontière, et puis une deuxième qui a abouti jusque sous les murs de la ville, où il a pris une monumentale déculottée. Il y a eu à peu près 105 tués dans son corps expéditionnaire de partisans, et puis quelques 1500 prisonniers. Alors malgré tout, il a été accueilli en héros à Berne. Les gens qui se sont fait tuer ont été acclamés comme des martyrs de la cause. Donc on n'est pas très loin du djihad et de Daesh dans la façon d'aborder le problème, on dira. Et donc, résultat des courses, du fait de cette incertitude militaire, alors bien sûr, une agression à l'intérieur même de la Suisse était totalement contraire aussi bien à l'esprit qu'à la lettre du pacte, puisque les cantons s'étaient engagés à régler tous leurs différends par la voie de la conciliation juridique et pas par la voie des armes. Alors certes, le gouvernement bernois n'était pas directement impliqué dans cette attaque, mais il est resté totalement neutre, il ne l'a pas empêché non plus, et puis quelque part on sentait très bien que Oxenbein était une sorte de paravent pour une action approuvée par le gouvernement bernois. Donc c'est finalement cet état de situation qui a déclenché en 1845, décembre 1945, la constitution de l'Alliance séparée, qui était fondamentalement une alliance défensive. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en tant que telle, elle n'était pas interdite par le pacte, parce que les cantons, s'ils étaient menacés dans leur existence de manière militaire, avaient le droit de procéder d'eux-mêmes à des mobilisations et à se défendre aussi longtemps que les troupes fédérales mobilisées par la Diète n'étaient pas intervenues. Alors comme effectivement, dans le cas de Lucerne, la Diète n'avait pas été saisie, il n'y avait eu aucune troupe fédérale qui était venue protéger le canton de Lucerne. Il y avait de fortes probabilités que ça continue de même dans les années à venir, et c'est la raison pour laquelle donc, les cantons centraux de Uri, Schwyz, Unterwald, Lucerne, Zug, auxquels se sont ensuite greffés Fribourg et le Valais, ont décidé en fait de se prêter secours mutuel en cas de telle agression intérieure, on dira. Mais le gros problème, c'est en fait que pour se défendre, ils ont mis l'ensemble du pays en situation périlleuse. Ils ont été rechercher des appuis à l'extérieur de la Suisse, notamment du côté de puissances cléricales telles que la France et l'Autriche. Et c'est finalement cette situation qui a amené la Diète à prendre des mesures contre le Sonderbund, parce que bien évidemment ça offrait à ces puissances étrangères un pied-à-terre pour intervenir dans les affaires suisses. Pourtant, passer aux mesures militaires n'a pas été aussi rapide que cela. Donc la Diète a assez rapidement pu dégager une majorité pour dire que le Sonderbund devait être dissous. Mais par contre, les radicaux va-t-en-guerre ne disposaient pas d'une majorité suffisante de cantons pour imposer la dissolution de ce même Sonderbund par la force des armes. Donc en automne 1846, la situation était que les radicaux contrôlaient 10 cantons, mais 10 voix sur 22, c'était insuffisant. En octobre 1946 s'ajoute une 11e voix, celle du canton de Genève, qui a connu sa révolution fasciste, elle aussi violente. Donc on est à 11 contre 11. Ça ne suffit pas encore, ce qui va leur apporter le coup de pouce qui leur permettra de déclencher cette guerre qu'ils espèrent être définitive et pouvoir laminer une fois pour toutes la réaction. Ça sera les élections dans le canton de Saint-Gall au début de l'année 1847 qui portent dans ce canton un gouvernement radical au pouvoir. Malgré tout, la situation était très compliquée dans le canton de Saint-Gall
parce que même si les conservateurs et les catholiques avaient été minorisés, il restait une minorité importante. Donc l'issue du débat sur l'application ou non des mesures militaires au sein du Parlement saint-gallois était loin d'être gagnée pour les radicaux. Et puis finalement, le vote a été emporté de justesse, 76 députés pour les mesures militaires, 74 contre, et donc c'est pour finalement 2 parlementaires sur l'ensemble de la Suisse que ce qui était un conflit larvé est devenu un conflit militaire. Donc là, la décision du gouvernement saint-gallois est connue de la diète en octobre 1847. Très peu de temps après, le général Dufour est nommé commandant en chef de l'armée à la majorité de 11 cantons. Il y avait des abstentions, donc là il n'y avait pas eu, naturellement en particulier tous les cantons du Sonderbund, donc il n'y avait pas eu besoin de plus que 11 voix pour nommer Dufour à la tête de l'armée. Nomination qui s'est également faite, disons, ça n'a pas été un accouchement sans douleur, puisque Dufour, fidèle à ses principes, voulait uniquement et exclusivement mettre en œuvre la dissolution du Sonderbund, et dans ce but, il voulait choisir lui-même ses commandants de division. Les radicaux ne l'entendaient évidemment pas de cette oreille. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était profiter de cette guerre pour éliminer tous les gouvernements conservateurs de la Suisse. Ils voulaient une guerre totale et définitive. Et donc, ils voulaient, déjà, ils n'étaient pas tous très contents qu'un timoré comme Dufour ait été nommé au commandement de l'armée, mais au moins pour contrer ça, ils voulaient imposer leur propre commandant de division radicaux à Dufour. Donc Dufour s'est énervé, il a craqué, il a balancé son brevet. Bon, finalement, les choses se sont calmées et Dufour a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire de pouvoir nommer lui-même son état-major et ses commandants de division. Donc la suite, je vais passer brièvement puisqu'on aura l'occasion de la voir dans le film, mais comme vous le savez, la campagne sera assez courte. Il va commencer par s'occuper du canton de Fribourg, qui était le plus faible des cantons du Sonderbund, parce que détaché du corps central du Sonderbund, donc il va d'abord obtenir la capitulation de Fribourg, puis ensuite il va déployer l'armée fédérale en un arc de cercle allant grosso modo de l'Emmental jusqu'à la rive du lac de Zurich, pour couper le corps central du Sonderbund du reste de la Suisse. Le canton de Zug va rapidement capituler, c'était un des plus tièdes de l'Alliance. En fait, il était de cœur avec les conservateurs, par contre, il n'était pas en faveur d'aller jusqu'à la guerre pour ça, il aurait préféré la voie de la négociation, mais comme c'était impossible de faire une voie négociée entre les tenants du conflit et les fronts étaient tellement polarisés que la voie intermédiaire négociée était impossible, il a fini par se rallier au Sonderbund. Donc avec la reddition de Zug, Dufour est en position avantageuse parce qu'il peut concentrer toutes ses forces sur Lucerne sans crainte d'être débordé sur son aile gauche par des forces zougoises ou des forces lucernoises qui auraient pris position dans le canton de Zug. Si vous regardez un peu la pointe sud de l'Argovie, vous verrez qu'elle s'enfonce entre ces deux cantons et de la sorte, il a pu parer ou éliminer la menace potentielle sur son aile gauche. Après a donc eu lieu la seule grande bataille du Sonderbund, celle autour du pont de Gislikon que Dufour a remporté et qui lui a ouvert la route de Lucerne, et donc la capitulation de ce canton. Et puis les autres cantons de Suisse centrale, suivis ensuite du Valais, ont ensuite également renoncé à cette alliance séparée. Alors, malgré tout, si on fait un bilan global des choses, on peut dire que la rébellion du Sonderbund a été positive pour la Suisse. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, après la guerre, après que les radicaux aient gagné la guerre, il a bien fallu qu'ils gagnent la paix.
Et il fallait en fait reconstruire quelque chose à partir d'un ensemble qu'on avait brisé en 1000 morceaux. Donc les ténors les plus extrémistes du parti ont dû mettre un peu, voire beaucoup d'eau dans leur vin, ou même céder la place à des radicaux plus modérés pour qu'on puisse mettre en place une constitution autour de laquelle un maximum de cantons puissent se rallier. Donc en fait, si les cantons du Sonderbund ne s'étaient pas rébellés, leur voix aurait certainement beaucoup moins porté et la Suisse telle que nous la connaissons serait certainement beaucoup moins fédéraliste. C'est également la conclusion à laquelle aboutit Olivier Reverdin dans l'ouvrage qu'on a cité tout à l'heure, et qui est pour moi effectivement le principal enseignement du Sonderbund. Il y en a un autre qui est peut-être également plus actuel, c'est qu'on a toujours raison de se battre pour ses convictions, pour défendre ses traditions, pour défendre ce à quoi l'on croit, parce que même si on perd la bataille, on sera toujours davantage respecté par son adversaire que si on baisse le pavillon, voire la culotte, au premier coup de semonce, comme le font un peu trop nos dirigeants actuels. Merci. Merci Jean-Pierre. Je pensais que c'était juste un résumé, mais c'était le résumé du livre complet que tu nous as fait. Ouais, peut-être pas du livre complet. J'avais juste... on va juste revenir sur cette image-là. La petite anecdote, c'est que cette année-là, il avait démissionné. Dufour avait passé l'été à Berne, il siégeait au Conseil de la guerre en tant que chef des troupes, et James Spazzi, qui était chef du gouvernement de l'époque, voyait d'un mauvais œil qu'un employé d'État, puisque quand même Dufour était ingénieur cantonal, responsable de l'urbanisme et des fortifications, n'était pas à son poste. Et donc il a exigé de lui qu'il démissionnât de l'armée, et ça avait été fait pour le 31 décembre 1847. Et donc, il était à Berne au moment où lui, il a été nommé général. Il disait, lors d'une promenade à l'inspecteur de l'artillerie, « Nous sommes bien heureux que nos fonctions nous tiennent en dehors de tout ça. Nous serons comme aux loges. Je plains celui qui sera nommé. » C'est une petite anecdote que je trouvais que ça valait la peine de faire. Donc c'était vraiment quelqu'un qui ne s'attendait pas à être nommé. Je viens aussi sur ce petit brassard entouré. Il faut savoir que Dufour, pendant 10 ans, s'était battu pour faire adopter ce drapeau de 1830, et il a fallu attendre 1840, c'est-à-dire 7 ans avant cette guerre, pour le voir comme signe de ralliement des troupes. Et c'est pour ça que les troupes confédérées avaient ce brassard. Il y a 2 éléments que j'aimerais vous lire parce qu'elles sont vraiment importantes, on les avait marquées dedans. C'était le plan d'attaque de Dufour, il en a parlé Jean-Pierre tout à l'heure, mais je voulais le mettre dans les termes de Dufour à la 3e personne. Donc il a fait l'appréciation de la situation comme Jean-Pierre vous l'a relaté, et il dit « Il se tourna d'abord contre Fribourg, ayant pour cela plusieurs raisons. Il estimait pouvoir réduire ce canton plus facilement que les autres en raison de son isolement, et il pensait qu'un premier succès en amènerait d'autres. En l'occupant, il mettait la ville de Berne, où siégeait la Diète, et qui est bien rapprochée de Fribourg, à l'abri de toute inquiétude. Il reliait la droite de son armée avec le centre et rendait possible une concentration ultérieure. Du même coup, il paralysait le Valais, qui n'aurait plus de communication avec les autres cantons du Sonderbund que par le passage étroit de la Furka. Enfin, par la prise de Fribourg, il faisait cesser les craintes que suscitaient des symptômes de mécontentement dans quelques parties de la Suisse, et il mettait fin à des incertitudes dont on pouvait s'alarmer. Son intention était de se porter ensuite contre Lucerne et de revenir en force sur le Valais pour en finir par ce canton. Tel était le plan dans son ensemble, il fallait l'exécuter avec prudence et vigueur. Ça, c'était le plan de Dufour. Là, vous avez les troupes positionnées du Sonderbund juste avant la guerre. Et on en vient à cette fameuse proclamation aux soldats confédérés qui est une des plus belles pages, je crois, de l'écriture militaire. Et vous avez cette proclamation qui a été faite d'Angers le 5 novembre.
On voit qu'il n'y a quasiment pas de racture. Alors, j'ai l'âge du général quand il faisait la guerre. Jean Apt avait la taille du général, parce qu'il n'était pas très grand, notre Dufour. J'ai en tout cas pas le profil de Dufour, ça c'est clair. Alors je vous le dis. Soldats confédérés, après la proclamation qui vous a été adressée par la Diète elle-même, je n'ai que quelques mots à vous dire dans ce moment solennel. C'est pour faire exécuter les décrets de l'autorité supérieure de la Suisse que vous êtes appelés à sortir de vos cantonnements. Elle a déployé la bannière nationale sous laquelle tout confédéré doit se rallier. N'oubliez pas que votre devoir le plus sacré est de la défendre de toute votre énergie et au prix de votre sang. Le pays réclame aussi votre intervention et le secours de vos bras pour le tirer d'un état d'incertitude et d'angoisse qui ne saurait se prolonger sans causer une ruine générale. Il compte sur votre dévouement. Vous ne tromperez pas cette attente. Soldats, il faut sortir de cette lutte non seulement victorieux, mais encore sans reproche. Il faut qu'on puisse dire de vous, ils ont vaillamment combattu quand il l'a fallu, mais ils se sont montrés partout humains et généreux. Je mets donc sous votre sauvegarde les enfants, les femmes, les vieillards et les ministres de la religion. Celui qui porte la main sur une personne inoffensive se déshonore et souille son drapeau. Les prisonniers et surtout les blessés méritent d'autant plus vos égards et votre compassion que vous vous êtes souvent trouvés avec eux dans les mêmes camps. Vous ne ferez aucun dégât inutile dans les campagnes et vous saurez supporter les privations momentanées que la saison peut amener malgré les soins qui seront pris pour fournir à vos besoins. Vos chefs les partageront avec vous. Écoutez leur voix et suivez l'exemple qu'ils vous le donneront. S'il y a souvent plus de mérite à supporter les fatigues et les privations de la vie militaire qu'à déployer du courage sur un champ de bataille. Mais si tout se passe comme je l'espère, la campagne ne sera pas longue et vous rentrerez dans vos foyers avec la satisfaction d'avoir accompli une grande mission et rendu à la patrie un service signalé, en la remettant en position de faire respecter au besoin son indépendance et sa neutralité. Là, je trouvais que ça avait, il fallait le montrer parce que c'est un document assez culte. J'en viens à ce film. Je vous donne juste un petit aparté. Il y a quelques années en arrière, l'Allemagne traversait une grande crise. Le peuple, avec ce qui se passait, notamment la Shoah, les problèmes des Juifs, elle commençait à douter d'elle. Et la télévision allemande s'était dit qu'elle devait un peu remonter le moral des troupes en essayant de faire ressortir les grands hommes qui avaient fait le pays. Et donc elle a eu l'idée de faire une série de films intitulés Die Deutschen. Et puis ça avait été assez bien accueilli par la population, et donc la Suisse allemande avait eu l'idée, après la Suisse qui avait traversé aussi les fonds des errances et des choses comme ça, de se dire, ben, tiens, si on faisait une série Die Schweizer. Et ils avaient prévu une grande série, et ils avaient décidé de la commencer par le général Dufour. Et puis finalement, ils n'en ont fait que 4. 2 pour la Suisse ancienne, avec Werner Stauffacher et Nicolas Deflux, dont on célébrera l'année prochaine un anniversaire important, et puis 2 pour la Suisse moderne, c'est-à-dire Dufour et L'Œil, le banquier qui avait fait le Crédit Suisse, qui a fait le Gotthard, des choses comme ça. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que je vous présente ce film.